Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir Anne-Cécile Petit pour cette visio, ce webinaire sur comment définir sa stratégie RSE avec Neoterra. Alors, rapidement, quelques mots sur la FQP. Donc, la FQP, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est voilà, une association régionale. Voilà, on existe depuis très très longtemps. Le but est de fédérer en fait la communauté QSE, RSE maintenant autour de sujets d'actualité. Donc on a différentes missions, soit organiser des webinaires, voilà, comme aujourd'hui, de l'information pour permettre d'avoir de la veille, de l'info sur certains sujets. On organise pour approfondir un certain nombre de sujets, on organise aussi des formations. Voilà, essentiellement autour des domaines QSE, mais également voilà, sur d'autres thématiques maintenant. Je vous invite à regarder le site internet pour avoir plus de détails, parce que l'objectif n'est pas que je vous fasse voilà, la pub de ce qu'on fait. Nous avons également un club des auditeurs croisés qui rend voilà, de grands services quand même aux entreprises parce qu'il permet de s'échanger des audits et puis de permettre d'avoir des regards croisés, des regards neufs sur les processus des entreprises. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil, en tout cas, qui est mis à disposition, qui est organisé par la FQP, qui est vraiment à forte valeur ajoutée pour les entreprises. Et puis, voilà, on organise également des événements et puis un prix régional chaque année. Je vous invite également à regarder le site internet. Alors, avant de passer la parole à Anne-Cécile Petit, je voulais juste remercier Christiane Moura euh, qui a organisé au départ, en tout cas dans l'échange qu'elle a pu avoir en début d'année avec Anne-Cécile, voilà, cette visio. Voilà, elle a eu l'idée de dire que ça serait intéressant de pouvoir partager auprès de nos adhérents. Et je pense en effet, ça vaut vraiment le coup de pouvoir entendre ce que Anne-Cécile va nous dire, parce que souvent, on voit les outils au niveau national et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau régional. Donc là, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'informer sur ce que fait la région, sur la politique de la région, d'où c'est parti, voilà, vers où ça va. Je trouve que c'est vraiment voilà, une opportunité pour les entreprises de pouvoir entendre en tout cas ce que la région a à dire. En tout cas, merci beaucoup Anne-Cécile pour d'avoir accepté donc cette intervention. Et puis, je vous laisse la parole. Une petite chose, comme nous allons potentiellement être nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. Moi, je me chargerai d'interrompre Anne-Cécile, voilà, sur un moment approprié pour pouvoir lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, moi, je guette le chat. Voilà, merci beaucoup. Très bon webinaire à tous. Et c'est parti. Merci Cathy. Écoute, d'abord pour me présenter, je suis Anne-Cécile Petit, je travaille en effet à la région Nouvelle-Aquitaine et je suis chargée de projet économie responsable au sein du pôle développement économique et environnemental. Et je vais avoir la mission de vous décrypter la feuille de route Neoterra de façon à vous appuyer sur cette dernière à la fois pour vous aider à formaliser une stratégie RSE et surtout à mettre en œuvre votre plan d'action. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, alors, hop, tac, et tac. Normalement, on est pas mal. Ça marche, n'est-ce pas? Oui, ça marche, on vous Yes. voit. Ouais, top. Bon, comment dirais-je? J'ai structuré mon propos en six grands chapitres, mais ils ne sont pas tous de la même épaisseur. Mais vous allez voir que Neoterra, de fait, c'est quand même un gros morceau, puisque en fait, ça vient chapeauter l'ensemble de l'action régionale. Euh, pour vous dire qu'effectivement, la région, elle fixe un cap à travers Neoterra. Elle se veut incitative aussi pour accompagner l'ensemble
l'ensemble de ses bénéficiaires dans un objectif de transition. Elle accompagne et elle finance. Donc, dans un premier temps, comme je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance un petit peu de ce qu'est la région, de ce que ça veut, ce que ça suppose en termes de développement économique, voilà, je suis repartie sur des bases. Et puis, un peu sur le pourquoi finalement, le lien entre RSE et Néoterra, ce que je me suis efforcée de faire, vous allez voir. Avant d'attaquer vraiment le cœur du sujet, qu'est-ce que donc Néoterra? De façon très générique d'abord, et ensuite essayer de l'incarner concrètement pour maximiser la mise en œuvre de vos plans d'action. Et enfin, vous verrez aussi un peu les règles générales en matière de financement ou dans la commande publique qui peuvent aussi avoir un intérêt à connaître. Bien, alors on démarre. Hop. Donc, bon, la région, c'est donc une collectivité qui agit sur des compétences bien précises qui sont fixées par la loi. Et parmi ces compétences obligatoires, il y a le développement économique. En l'occurrence, on joue un rôle de chef de file en matière de développement économique. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le SRDE2I. Donc là, on commence à rentrer dans le vocabulaire institutionnel, mais c'est un schéma régional de développement économique, innovation et internationalisation. C'est jamais facile à dire. Et ça, c'est donc un document cadre obligatoire qui fixe un petit peu, qui fixe à la fois la stratégie et le cadre d'intervention de la région, qui est un document prescriptif pour les autres collectivités, puisqu'il faut savoir que si vous êtes en dialogue aussi avec des communautés d'agglomération, des communautés de communes qui ont également une compétence économique, elles ne peuvent agir que si elles ont conventionné avec la région et si leur politique est conforme au SRDE2I. Donc, notre ambition, et on va y revenir, mais c'est de rendre la région et de faire de la Nouvelle-Aquitaine une région éco-responsable. Ça suppose qu'elle soit décarbonée, compétitive, souveraine et humaine. Et pour ça, on a donc un triple rôle en fait au niveau de la région. C'est-à-dire qu'à la fois, on fixe une stratégie pour répondre à des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Et on mobilise l'ensemble de nos activités et de nos ressources. Donc, nos activités, c'est financer. Donc, vous voyez que vous avez à la fois des aides individuelles, des aides collectives, des programmes d'accompagnement. On intervient aussi en garantie, en fonds propres, etc. On organise des événements. Et nos ressources, eh bien, c'est un budget et des ressources humaines pour finalement atteindre cet objectif de région éco-responsable et créer de la valeur. En prise en considération évidemment du contexte national et européen, à la fois parce que les aides doivent être conformes aux règles européennes, et également toutes les stratégies environnementales et autres fixent aussi un cadre dans lequel on s'intègre, bien entendu. Alors, au niveau de la RSE, eh bien donc la RSE est une priorité et apparaît comme un objectif à part entière dans un certain nombre de feuilles de route clés de la région. Donc, je vous les ai juste signalées. Alors, ce qui est à gauche, ce qu'on appelle la planification écologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une COP régionale. Donc là, les COP, vous les connaissez au niveau international. Elles se déclinent aussi au niveau régional désormais. Et là, c'est un copilotage État-région. Mais vous voyez que la RSE fait partie de ces objectifs et la région est pilote en la matière. Et on le retrouve donc à la fois dans Néoterra et SR2I. Pourquoi? Parce que finalement, favoriser l'adoption d'une stratégie RSE dans les entreprises, pour nous, c'est le meilleur levier transformateur de l'entreprise. S'assurer que, l'ensemble de ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux fait partie de l'ADN de l'entreprise et qu'elle soit formalisée dans une stratégie et que ça conduise finalement, que ça devienne le fil conducteur de son développement. Alors, si maintenant on compare cette fameuse norme ISO 26000 et qu'on s'assure un peu d'une correspondance finalement avec ces grandes feuilles de route de la région,
Vous voyez qu'il y a pas mal de correspondances et on peut presque dire que finalement, cette grande stratégie régionale, elle s'incarne en fait dans la norme ISO 26000, dans une politique RSE. Alors à l'échelle micro, nous, on va être dans une approche très macro, très politique publique. Et que bien sûr, comment dirais-je, il y a des pans qui sont plus enfin, qui sont plus développés que d'autres. Et en particulier, donc il y a toute la partie environnement désormais, et bien entendu, tout ce qui va être lié à l'ancrage territorial aussi, qui vont être plus armés de fait. Mais donc, il y a bien un lien entre RSE et politique régionale. Alors, Néoterra maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de dire ce que c'est, c'est là où je suis un petit peu, c'est l'exercice un peu obligé, mais on va parler un peu de chiffres et du pourquoi. Parce qu'il se trouve que la Nouvelle-Aquitaine est un territoire en prise directe avec le changement climatique. La région s'est adossée en fait à Climatera, si vous voulez, grosso modo, c'est un GIEC régional. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'experts et de chercheurs qui conseillent et qui à la fois fait des recherches et dressent justement ce diagnostic alarmant et conseillent la région dans sa politique de transition. Dès 2019, en fait, la première feuille de route Néoterra a été adoptée sur la base du rapport Climatera. Et en 2023, l'Assemblée régionale a de nouveau délibéré sur une nouvelle feuille de route Néoterra, dite 2. Voilà. Pourquoi? Parce que le diagnostic est toujours alarmant. Si vous vous rappelez, 2022, c'était l'année des grands incendies en Gironde. C'était l'année la plus chaude depuis 1950. Et en fait, on a un certain nombre d'indicateurs qui se sont dégradés. Entre 2019, la date d'adoption de la première feuille de route Néoterra, et 2022 et 2023, la date d'adoption. En l'occurrence, lesquels? Les gaz à effet de serre, les fameuses émissions de gaz à effet de serre. La région, elle pèse 400 millions de tonnes. C'est 10% en fait. La région représente 10% des émissions au niveau national. Et les consommations, les émissions ont été réduites de 5% entre 2010 et 2020. Et pour atteindre l'objectif qui avait été fixé finalement dans le schéma régional, il faudrait réduire ces consommations du même rapport, mais tous les 2 ans. Ce qui veut dire que les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont en train de déraper. Juste pour tout vous dire, la région Nouvelle-Aquitaine a la particularité, enfin, quels sont les facteurs d'émissions principaux dans ces émissions de gaz à effet de serre? Principalement, ce sont les transports. C'est cette fameuse autoroute qui traverse la Nouvelle-Aquitaine, et en particulier le sud de l'Aquitaine, où tous les camions la traversent, quoi. Donc ça, c'est le premier indicateur alarmant. Sur la partie, de la même manière, sur la partie énergie, on voit que la part des énergies renouvelables, elle est à 26% contre 32% qui était souhaité au départ dans le cadre. Et on a un objectif de 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique régional à l'horizon 2030. Donc, on a encore un gros effort à faire. L'autre cri d'alarme, c'est également la biodiversité. Alors, la biodiversité, effectivement, les chiffres sont très alarmants. On a 316 espèces qui sont directement menacées, 23% de la flore, 52% des oiseaux nicheurs menacés, et près de 50% des races animales d'élevage menacées aussi d'abandon. Le problème, c'est que 45%, il y a un certain nombre d'experts, et notamment c'est à travers le collectif Ecobiose, démontré que 45% du PIB régional dépend des services écosystémiques. Il faut avoir en tête que la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France, et la première région viticole, et la première région en termes de forêt
aussi, enfin, et donc de filières de forêt, bois, papier, notamment. Alors, l'autre point d'alarme, c'est l'eau. L'eau, ce qui apparaît, c'est que la Nouvelle-Aquitaine subit une baisse de la disponibilité de la ressource en eau d'un côté, tant sur les masses superficielles que souterraines, et une augmentation aussi des risques sur la qualité de l'eau. Et ces phénomènes se sont accélérés depuis 2019. À la fois parce qu'il y a moins d'enneigement, parce qu'il y a moins de précipitations, parce qu'il y a plus d'épisodes de sécheresse, une augmentation des températures, tout simplement. Et également, il y a 57% des masses d'eau n'atteignent pas le bon état écologique sur toute la Nouvelle-Aquitaine. L'autre point à avoir en tête aussi, c'est l'érosion du littoral. Donc en fait, on a 200 km non, pardon, la Nouvelle-Aquitaine, c'est 600 km de littoral, mine de rien. Et cette érosion du littoral menace directement 7000 bâtiments. C'est le territoire des Pyrénées-Atlantiques qui est le premier menacé, suivi de près par les Landes et la Gironde. Et on estime que protéger finalement face à l'élévation du niveau de la mer, on estime qu'il faudrait entre 400 millions et 2 millions 2 milliards 8, pardon, d'investissements publics et privés tout confondus pour pouvoir mener à bien, enfin pour pouvoir lutter contre cette menace. Les déchets, en fait, ils ont augmenté. Les déchets ménagers, dépassent désormais les 4 millions de tonnes et ils sont augmentés de près de 10% entre 2010 et 2021. Et enfin, donc, le retrait-gonflement des argiles, eh bien, 65% de la Nouvelle-Aquitaine est exposée à ce risque, ce qui peut provoquer en fait de graves périls en termes de fissures, hein, sur un certain nombre de bâtiments. Voilà pour ce qui est du constat. À droite, vous avez combien il faudrait d'investissement. Donc, au niveau national, il a été estimé que pour faire face globalement au risque à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique, il serait nécessaire d'investir plus de 70 milliards par an, tout confondu légalement, public et privé. Et que la part des collectivités dans la partie publique représente 12 milliards, sachant qu'aujourd'hui, peu ou prou, les collectivités investissent 6 milliards. Ça veut dire qu'il faudrait doubler l'effort pour les collectivités. Et donc, c'est la trajectoire qu'on tente de prendre, tout en étant dans une certaine contrainte budgétaire. Donc, vous allez voir après quel est notre niveau d'investissement en la matière. Voilà pour le constat, le diagnostic. Alors, ce qui nous amène à Néoterra. Donc, Néoterra, c'est une feuille de route on dit la boussole commune, c'est-à-dire que c'est un chapeau qui vient irriguer toutes les politiques publiques, finalement, de régionales, et qui est structurée en 6 ambitions. Donc, d'un côté, donc là, vous les avez toutes, et je vais les passer en revue, si vous voulez bien, de façon très générique, hein, dans un premier temps. Alors, la première ambition, on a vu effectivement au niveau du diagnostic l'enjeu sur les ressources naturelles et finalement le changement climatique. Évidemment, notre première priorité est de lutter contre le changement climatique et de diminuer donc les gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine. Pour ça, on cherche à diminuer les consommations énergétiques carbonées dans le transport et dans les bâtiments, bien entendu, puisque c'est les 2 facteurs clés d'émissions. Et puis, on va accompagner les entreprises également dans leur décarbonation, on y reviendra. Et on a un gros effort aussi sur la rénovation énergétique d'un certain nombre de logements étudiants sur lesquels on agit, évidemment sur nos propres bâtiments, les bâtiments publics ou encore les lycées.
Ensuite, sur la décarbonation des mobilités, mais c'est un axe à part entière. Et on a un gros investissement sur le mix énergétique et finalement pourvoir en Nouvelle-Aquitaine beaucoup plus d'énergie renouvelable et viser 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en 2030. On mise énormément sur le gaz vert aussi. Et ensuite, au-delà donc de cette partie, on va dire carbone et énergie, évidemment, on a des objectifs clés sur l'eau, et en particulier pour l'agriculture, avec diminuer de 30% la consommation d'eau pour l'agriculture dans certaines périodes. Et puis, la partie déchets, la région a adopté un plan zéro déchet, et un gros effort est porté sur la diminution des déchets plastiques, avec un objectif de 30% d'ici à 2030. L'ambition 2, c'est ancrer les solidarités au cœur des transitions. Donc là, ça renvoie directement à nos compétences en fait, en matière d'éducation, d'orientation et de formation professionnelle. Notamment, on agit aussi beaucoup en termes d'aménagement du territoire, en lien avec les collectivités infra-régionales. Et là, c'est notamment par rapport à ce qui nous intéresse ici, c'est comment on anticipe l'évolution des métiers à travers l'appareil de formation qu'on structure et qu'on finance. On a une ambition 3 totalement dédiée à la partie agricole, avec un objectif très fort de sortir des pesticides de synthèse d'ici à 2030 sur l'agriculture. On a un dispositif, un gros programme aussi pour accompagner les viticulteurs qu'on appelle VitiREV, hein, dans cette même logique de diminuer les intrants phytosanitaires, pardon. Et un autre axe, évidemment, c'est ce que j'ai déjà un petit peu dit, voilà, c'est de diminuer les prélèvements d'eau en période d'étiage de 30%. Donc ça, c'est la partie agriculture. On a énormément de dispositifs de financement sur ce champ-là, sachant que la région, elle est aussi délégataire d'un certain nombre de fonds européens qui visent cet objectif. Enfin, on agit aussi sur la partie de démarche alimentaire. Donc, on a un programme d'alimentaire territorial et on soutient des démarches alimentaires territoriales. Donc, c'est-à-dire qu'on démarche c'est des démarches circuits courts ou de favoriser aussi, comment dirais-je, l'intégration d'activités de transformation et de vente directement chez l'exploitant. L'ambition 4, innover pour une économie responsable et durable. Donc, on va à la fois agir sur la sobriété, finalement, la sobriété de l'économie, donc la rendre plus durable. C'est réduire ses consommations, décarboner, investir en la matière, etc. Et on va aussi énormément investir en innovation. Donc, on va développer toutes les innovations, toutes les technologies, la recherche qui vient soutenir en fait les transitions. Et on a en fait, c'est un petit peu notre ADN au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine de mettre cette priorité sur l'innovation et la recherche. On intervient énormément aussi au niveau des laboratoires, des chaires de recherche. On a organisé aussi des réseaux de recherche sur l'ensemble de tous ces enjeux de transition pour eh bien, anticiper, aider très concrètement. C'est justement toutes les nouvelles espèces pour qu'elles soient plus résistantes au changement climatique, etc. Et enfin, les deux dernières ambitions. L'ambition 5 concerne principalement la partie des transports, hein, puisque nous avons une énorme compétence en matière de transport, et en particulier les TER, ça je pense que tout le monde le sait, mais on a aussi récupéré les cars de transport scolaire. Et donc, on a un gros effort de verdissement de notre parc, de enfin bref,
c'est très difficile à dire. Donc, à la fois, on verdit le parc et à la fois, on continue le développement de l'offre ferroviaire pour inciter ou participer à la substitution finalement de la voiture par des transports décarbonés, avec un objectif d'atteindre 120 000 voyageurs par jour dans les TER, alors mais on voit qu'on augmente très régulièrement. On était à 90 000 en 2022. La dernière ambition, c'est ce qui a été rajouté finalement dans cette nouvelle version de feuille de route Néo-Terra en 2023, une seule santé. Une ambition 6 consacrée à la santé humaine, végétale et animale, considérant qu'en fait, ça forme un tout et que on doit agir sur tous ces leviers pour préserver l'avenir de notre société, de notre territoire. Et on a des compétences en matière de formation sanitaire et sociale. On agit pour favoriser l'accès aux soins et aux soignants partout dans les territoires. Voilà. Alors, concrètement, ça veut dire, je vous l'ai dit qu'il y avait un besoin de financement pour les transitions. Et cette feuille de route, c'est notre boussole, mais ça a des traductions concrètes finalement sur notre budget, puisque on réoriente nos dispositifs, nos financements, notre effort d'investissement sur ces ambitions. Et donc ça, c'est le bilan 2023, parce que le bilan 2024 est en cours de consolidation. Et on voit que désormais, donc on va dire que l'ensemble des dossiers Néo-Terra, vous voyez, ça représente presque 6800 dossiers pour 1 milliard d'investissement, 1 milliard de budget, soit 54% du montant voté. Et cette part-là ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou pas? Là, on était vraiment très, très macro, très chiffre. Désolée, Non, c'est clair. C'est un petit peu le... Je continue, Cathy, c'est bon? Oui, continuez, pas de questions pour l'instant. Ça marche. Merci. On va rentrer un peu plus dans le concret. Donc, l'idée est de voir, je vais décliner ambition par ambition, mais on va creuser certaines ambitions plus que d'autres. Comment la région accompagne, incite, finance les projets et donc pourra accompagner la mise en œuvre de vos plans d'action RSE. L'ambition 1, vous voyez, ben, ça fait le parallèle avec la question centrale environnement de la norme ISO 26000 en particulier. Et concrètement, il faut avoir en tête que la région Nouvelle-Aquitaine, elle met l'accent principalement sur la partie énergie. La partie décarbonation, c'est plutôt l'ADEME et BPI France. Hein, si vous connaissez le DIAG décarbonation, par exemple, ou les autres dispositifs d'accompagnement. Nous, on va porter plutôt l'effort sur la partie énergie. Alors, en particulier, pardon. En particulier, on a cherché à développer ce qu'on appelle les PPA. Alors, les PPA, c'est, je ne dis pas de bêtises, Power Purchase Agreement. Et donc, c'est un contrat de long terme qui est conclu entre un acheteur d'énergie, généralement donc des entreprises, ça peut être une entreprise ou un collectif d'entreprises, je vais vous donner des exemples, et un producteur d'énergie renouvelable. L'objectif, c'est bien d'avoir un contrat de long terme, en général entre 15 et 30 ans, et de fixer un prix d'achat de l'électricité. Ça permet à l'acheteur, donc à l'industriel, à l'entreprise, de sécuriser son approvisionnement d'un côté et d'avoir un prix fiable et durable. Pour le fournisseur d'électricité renouvelable, eh bien, ça lui permet aussi de davantage réussir à investir et également de s'assurer un revenu stable qui va lui favoriser ses investissements. On a plusieurs exemples.
aujourd'hui, il y a eu un premier PPA qui a été conclu entre la SEM Périgord Énergie, donc là on est en Dordogne, et Mademoiselle Dessert, c'est une ETI de l'alimentaire. Et ça veut dire que il y a toute une parcelle en fait d'une centrale solaire développée en Dordogne qui est dédiée à cette entreprise. Mademoiselle Dessert s'est comment dirais-je, s'est engagée à acheter 100% de l'électricité produite par une partie de la centrale, ce qui lui couvre 26% de ses besoins électriques. De la même manière, il y a eu un gros effort qui a été fait par le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça regroupe presque 200 ETI et il y a une quinzaine d'ETI qui se sont engagés dans une démarche de PPA collectif parce qu'on n'a pas forcément à l'échelle de l'entreprise suffisamment de besoins pour aller sur une démarche comme celle-ci. Donc, en regroupant ces besoins d'énergie, ces besoins d'électricité, et en plus, on a un effet de levier aussi dans la négociation. Ils sont en train de finaliser un contrat PPA. Et la région, elle intervient à plusieurs titres, elle intervient en plusieurs moments, à la fois au moment de l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité technique et juridique, là vraiment donc plutôt sur les acheteurs, donc plutôt sur les entreprises. Et ensuite, elle va intervenir, si besoin est, elle va soutenir l'investissement côté producteur pour que le tarif soit le plus comment dirais-je, compétitif possible. Je vous signale aussi que la Nouvelle-Aquitaine, elle est en fait fer de lance en matière de géothermie. On investit massivement dans cette source d'énergie. En particulier dans le sud de Nouvelle-Aquitaine. Et on est le deuxième bassin au niveau national en ressources d'énergie de géothermie. Et donc aujourd'hui, on cherche à équiper les lycées et globalement, c'est ce on cherche à développer l'usage et le recours à cette énergie. En termes de dispositifs d'aide, donc là, je vous ai fait un petit panachage. Enfin, il y a des liens pour chacune de pour chaque aide. Je ne vais pas forcément toutes les développer, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a récupéré le fonds chaleur de l'ADEME. Enfin, on a récupéré, c'est-à-dire que l'ADEME a délégué une partie du fonds chaleur à la région depuis la fin de l'année dernière, ce qui vient compléter en fait notre dispositif d'intervention. Vous voyez là, donc on peut intervenir à la fois finalement sur les audits, les études de faisabilité, l'efficacité énergétique et tous les investissements de production de chaleur, l'eau chaude, la chaleur, la récupération de chaleur fatale, la chaleur biomasse ou la chaleur à partir de la géothermie, justement, et quelle que soit la taille de l'entreprise, ça nous permet d'avoir un panachage complet, en fait, vraiment sur cette partie énergie. À côté de ça, on a sur la partie entreprise un dispositif qu'on a appelé, enfin à côté, c'est en fait ça, on a bien un dispositif dédié à améliorer la compétitivité énergétique de l'entreprise, de la même manière, de l'audit, de l'étude jusqu'à l'investissement. Anne-Cécile, une petite question. Oui. Est-ce que tu vas parler plus tard des déchets? Parce qu'on a une question autour des déchets, mais je pense que Oui, c'est à la diapo d'avant. j'en parle un petit peu après. Je ne sais Ok, pas si donc j'aurai la réponse à la question, mais on garde la question pour, voilà, pour un peu plus tard alors. là, je vous porte à votre connaissance, si vous n'avez pas découvert cette richesse du catalogue néo-aquitain des solutions bas carbone. Il faut savoir qu'il y a eu un gros travail qui a été fait entre ADI, qui est l'Agence régionale de développement et d'innovation, la région et un certain nombre de clusters qu'on nous soutient, Soltena, ODIS, ID for Mobilité, le cluster O, etc. Pour sourcer, référencer des solutions bas carbone et d'adaptation au changement climatique.
En l'occurrence, il y a plus de 900 solutions référencées. Donc là, ce sont des solutions proposées par des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, sachant qu'on a sélectionné uniquement, comment dirais-je, des solutions matures, hein, qui sont donc déjà en service ou vraiment en capacité d'être expérimentées rapidement. Et ce, sur 9 champs. Donc le transport, bâtiment, construction, aménagement urbain, l'agriculture, la séquestration et la comptabilité carbone, les matières premières, l'approvisionnement et les déchets. Donc là, vous allez trouver des solutions pour mieux gérer vos déchets. L'énergie, la gestion de l'eau, les risques naturels, l'impact biodiversité, la qualité de l'air. Donc 900 solutions. C'est un catalogue qui vit. Si vous êtes porteur de besoin, eh bien, vous pouvez formuler un besoin. Et puisque cette catalogue se veut aussi être un outil en fait de tous les intermédiaires, des conseillers, de ceux qui accompagnent directement les entreprises, pas forcément mettre à disposition tel que le catalogue auprès des entreprises, parce qu'on voit que pour chaque catégorie, il y a plein de choix possibles. Et que donc de bien s'assurer quel est vraiment le besoin, est-ce que la solution visée répond bien aux besoins. En tout cas, à travers ce formulaire, ça vous permet d'avoir accès à du conseil. Et néanmoins, vous pouvez quand même accéder au catalogue. Le catalogue liste, vous allez voir toute une liste d'entreprises. C'est pour rentrer en contact avec l'entreprise, on ne fait que la liste. Et pour rentrer en contact, on vous incite plutôt à passer par une brique de conseil. Donc c'est le réseau régional des clusters et de la DI. Alors les déchets, je ne sais pas si... Est-ce que la réponse. Alors, est-ce que je pose la question maintenant? Je vais poser la question maintenant. Comme ça, voilà, on va voir si tu peux y répondre. Alors, lorsque vous parlez d'augmentation des déchets depuis 2020 pour la région, je pense que tous les domaines sont inclus, entre parenthèses particuliers plus entreprises ou organisations. Quelles sont leurs parts respectives? Les déchets ménagers. D'accord. Est-ce que les ça déchets répond? ménagers et les déchets dans les déchetteries. Ok. Aussi. Voilà. Ça marche. Bon, ça marche. Ça doit répondre à la question de Sandra. N'hésitez pas, Sandra, à nous dire si ça répond à votre question. Allez, merci Alors, bien. moi, sur la partie économie circulaire, si vous ne connaissez pas Recita, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur cette plateforme de ressources. Vous allez voir, vous allez y trouver, donc j'ai mis un exemple de cahier technique, voilà, si vous voulez agir sur vos emballages, eh bien, vous avez tout un cahier technique sur à la fois le contexte réglementaire, les différentes solutions, les acteurs qui peuvent agir, qui peuvent vous aider, etc. Donc, vous allez trouver des cahiers techniques, évidemment des événements, des webinaires, de quoi s'informer. Vous allez trouver comment dirais-je, des initiatives inspirantes que j'ai citées. J'en ai pioché quelques-unes. Vous pouvez tout à fait imaginer d'organiser une collecte numérique. Là, c'est à l'échelle d'une collectivité, bien sûr, pendant un mois, de récupérer les équipements numériques qui dorment dans nos foyers, pour leur assurer une seconde vie ou un minima un recyclage, voire pour pouvoir les réemployer. Ça peut se faire à l'échelle d'une entreprise aussi. C'est pas forcément l'équipement de l'entreprise, mais ça peut être les salariés qui peuvent amener leurs équipements personnels. On l'a fait, nous, à la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça marche plutôt bien si c'est animé, hein, c'est toujours pareil de toute façon. Je vous cite Emma aussi. Emma, c'est une ressourcerie solidaire qui agit sur le mobilier de bureau. Donc, récupère tous les mobiliers de bureau et les reconditionne et pour pouvoir les réemployer, leur donner aussi une seconde vie.
En termes de dispositifs de financement, donc là aussi on a des dispositifs. On a un dispositif d'aide au conseil, un peu classique, et les investissements en faveur du recyclage et du réemploi. Donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des opérateurs hein, de recyclage ou de réemploi, sauf cas exceptionnels. Enfin, ça dépend aussi des entreprises, des industriels, etc. Et puis on a une action portée pour maximiser les démarches d'écologie industrielle territoriale en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez la carte à côté, donc c'est intéressant de savoir aussi bah, si vous vous situez peut-être sur un de ces territoires, de vous y intéresser pour pouvoir y participer à ce collectif, de faire en sorte que finalement les déchets des uns soient les ressources des autres et de maximiser des actions collectives aussi. Ça marche plutôt bien. Il y en a qui sont plus matures que d'autres, hein, parce on les classe par phase. Mais voilà, moi, quand on a une entreprise, c'est pas forcément simple d'agir tout seul aussi. Donc déjà, de rejoindre des collectifs qui se structurent, s'y intéresser, c'est une belle opportunité pour aller plus vite. Alors, sur la biodiversité. La biodiversité, donc on a une stratégie régionale biodiversité. Et dans le cadre de cette stratégie, elle fixe, comment dirais-je, un enjeu sur le développement économique et de s'assurer d'accompagner les acteurs économiques aussi dans la prise en compte des services écosystémiques et dans la préservation de la biodiversité, voire de sa restauration. On agit principalement, évidemment, sur les acteurs de l'environnement. Et sachez qu'il y a un réseau régional, en fait, d'acteurs sur la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, Graines, qui fédère tout un tas d'associations qui agissent sur la sensibilisation et qui peuvent intervenir aussi en entreprise. Donc, ils développent, c'était très grand public, ça peut être très tourné vers les jeunes, mais ça peut être adapté à des publics salariés aussi. Et parce qu'ils sont en train pour beaucoup d'acteurs, proposent des ateliers, proposent des jeux, etc., adaptés à un public d'entreprise pour bien comprendre ce que c'est que la biodiversité et finalement en quoi on peut agir. Si vous voulez en savoir plus sur la biodiversité, je vous conseille aussi le MOOC Entreprise et biodiversité. Pour le coup, celui-là, la région n'y est pour rien, mais on le sponsorise quand même. C'est le fruit d'une collaboration entre le MEDEF et la LPO. Mais avec un prisme justement très concret pour l'entreprise. Et puis de la même manière, vous allez retrouver des cahiers techniques entreprise et biodiversité que je vous conseille aussi fortement, élaborés par Soltena. Ensuite, on a un appel à projet annuel qui s'appelle Nature et Transition, qui, dans un de ses volets, s'adresse au public entreprise, qui, dans l'objectif de soutenir à la fois l'élaboration d'une stratégie de biodiversité, donc comprenant des diagnostics, justement une formation et un plan d'action. On va intervenir en subvention sur cette partie-là. Et on pourra aussi soutenir la réalisation d'aménagements favorables à la biodiversité. Et même désormais faciliter l'embarquement dit des parties prenantes, donc un gros plan de formation et la mobilisation des salariés, mais ça ne suffira pas, et également des chaînes de valeur suivant effectivement la mobilisation des sous-traitants qui est nécessaire pour atteindre cet objectif en matière de biodiversité que vous pourrez vous fixer. Si vous êtes pas directement concerné, si pour vous la biodiversité est un enjeu matériel, ce qui peut tout à fait, suivant les cas, se comprendre, hein, on vous donne néanmoins la possibilité, si vous y êtes sensible, d'agir par le biais finalement du mécénat. Donc ça, c'est un tout nouvel outil qu'on vient de lancer au niveau de la région. On s'est associé à la Fondation du patrimoine et on a lancé, donc c'était fin 2023, là,
un fonds nature. Donc, ça se veut être un fonds public-privé pour soutenir des projets de préservation de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Le fonds, il est hébergé par la Fondation du patrimoine. On a une enveloppe de départ qui est de 200 000 euros, 100 000 régions Fondation du patrimoine, et qui vise à être abondée par du mécénat d'entreprise et sur des projets qui font l'objet d'un appel à projet, sélectionnés par des experts. On s'assure en effet, bien sûr, qu'ils soient, comment dirais-je, vertueux d'un point de vue biodiversité, mais on va aussi voir toute on va bien avoir une approche 360. Donc, voilà pour la partie biodiversité. Pour ce qui est de l'eau, un seul dispositif pour les entreprises, hein, on a d'autres, sur la partie eau, c'est vrai qu'on met l'accent plutôt sur la partie agriculture. Mais sur la partie entreprise, là, on a un seul dispositif que je vous signale. Alors, il faut être entreprise industrielle. Par contre, c'est pour entreprises de toute taille et dans l'objectif d'améliorer l'efficacité hydrique. Donc, suivant effectivement à quel point vous avez besoin de l'eau dans votre process industriel, ça peut être pertinent de vous faire accompagner en la matière. Et nous, on intervient à la fois sur votre besoin finalement d'études et de conseils et à la fois sur les investissements pour diminuer les volumes d'eau prélevés. On a évidemment des conditions, mais voilà. Et puis, je vous signale que l'un des bras armés, finalement, pour agir sur l'eau, ce sont les agences de l'eau, et en particulier l'agence de l'eau Adour-Garonne, enfin, je vous l'ai mis celle-ci voilà, qui vient de se doter d'un nouveau programme pluriannuel, très, très conséquent en termes de budget. Il y a un énorme effort qui a été fait État-région, puisque là, les agences de l'eau dépendent à la fois de l'État et de la région. Et le programme d'action, il est complètement orienté sur la prise en compte du changement climatique, tout en continuant l'atténuation du changement climatique, mais surtout l'adaptation au changement climatique. Et je vous signale, alors évidemment, ça s'adresse prioritairement, on va dire, aux collectivités, parce qu'elles ont la compétence assainissement, etc. Mais pas seulement. Ça s'adresse aussi aux agriculteurs. Ça s'adresse aussi aux activités industrielles en particulier, avec l'objectif à la fois de diminuer sur la pression sur l'eau, mais on voit en fait qu'on va surtout chercher à diminuer la pollution de l'eau. Et 8,5 millions d'euros par an sont dédiés à l'action de la réduction de la pollution industrielle de l'eau. Donc il faut éventuellement avoir ça en tête. Voilà pour ce qui était de la partie environnement, comment on peut vous soutenir dans la mise en œuvre de votre action pour mieux préserver l'environnement au niveau régional. En ce qui concerne l'ambition 2, donc je vous ai dit pour l'essentiel, pour les entreprises, ce qui va nous intéresser, ça va être la question de la formation, et ça va faire le lien à la fois avec la question effectivement des conditions de travail dans vos entreprises. Et de l'ancrage territorial, notamment. Alors, peut-être première petite introduction. Donc, la région, elle est compétente en matière de formation professionnelle, mais d'abord et avant tout, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Et pour ça, on a un objectif qui est partagé avec l'État, hein, d'ailleurs, de former 60 000 demandeurs d'emploi par an. Évidemment, l'ensemble des formations qui sont dispensées à ce public-là, outre des compétences dites socles, il y a des compétences pour former à des métiers et de plus en plus, on cherche à adapter, faire évoluer ces formations pour prendre en compte les nouveaux besoins et les besoins en transition des entreprises. Mais pour autant, et c'est la particularité en Nouvelle-Aquitaine, on a fait le choix de soutenir éventuellement aussi directement des plans de formation de salariés.
Souvent, ce sont d'abord des entreprises industrielles, pardon, ce ne sont que des entreprises industrielles, très souvent liées à des programmes en sortie d'accompagnement de usines du futur. Mais on est en capacité d'accompagner des plans de formation de salariés. On intervient à la fois en ingénierie pédagogique, soutenir un peu le coût de l'ingénierie pédagogique qui est nécessaire au niveau de la DRH. Et puis, sur le développement des compétences des salariés, évidemment, toutes les compétences pour les rendre plus polyvalentes, la transition digitale, mais aussi la transition environnementale. L'exemple que je vous donne à côté, maintenance, entretien, service, voilà, c'est typiquement le cas où on intervient sur leur plan de formation, à la fois pour maximiser la polyvalence de leurs salariés, mais aussi internaliser la compétence bilan carbone. Et puis, on soutient fortement, on cherche à développer ce qu'on appelle l'AFEST, donc l'action de formation en situation de travail, puisque, en fait, on va dire les formations dispensées ne couvrent pas forcément tous les métiers qui existent dans les entreprises. Et quoi de mieux, finalement, de former en entreprise? On a des beaux exemples, et je les cite, Phoenix Électronique en Creuse. Donc, on est donc dans l'électronique, dans l'élaboration de cartes électroniques, avec différentes techniques hein, de soudage, de besoin de monteurs-câbleurs, et ont adopté le principe de la FEST, ce qui fait que pendant plusieurs mois, une personne est en capacité de se reconvertir avec un tuteur pour développer petit à petit des compétences qui sont certifiées et reconnues et tout à fait valables sur le marché du travail. Pour finir, évidemment, nos partenaires clés, ce sont les OPCO. J'en cite un là, l'OPCO Atlas, où on a financé dernièrement une offre de formation, donc en fait sur la base de 52 entreprises ouvrant 138 salariés, sur les enjeux notamment de transition écologique et énergétique et l'intégration de nouveaux salariés. Une question, Oui. Où trouver le listing des formations? Ah, ça existe, hein. Il y a un lien, si. Je vais vous le trouver. Je l'ai vu, moi. D'accord. Bon, on reviendra vers vous. Du coup, on enverra. Je ne l'ai pas mis là, j'ai mis que le dispositif. C'est vrai, j'aurais pu. Ouais. Ouais. Non, pas de souci. Ouais. Ok, merci. De rien. Autre chose, donc là, au titre par exemple de votre ancrage territorial, souvent aussi les entreprises disent qu'elles peinent à recruter, à attirer sur leur métier. C'est un vrai sujet. Il y a des métiers en tension, il y a des métiers où on a vraiment des difficultés à recruter, à attirer des nouvelles personnes. Donc pour ça, sachant que la région a la compétence orientation, c'est pas souvent connu, mais on a cette compétence-là. Désormais, donc d'organiser l'offre d'informations sur les métiers pour mieux aider les jeunes, et notamment dans les lycées, mais même avant, hein, pour le coup, sur la question de l'orientation. Et vis-à-vis du public entreprise, on cherche à co-construire avec les entreprises et amener avec nous les entreprises pour agir sur cette grande question de la promotion des métiers et d'attirer dans ces métiers-là. Notamment donc, sur ce qu'on a appelé les entreprises du vivant, et en particulier, c'est dans l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'exploitation forestière, les métiers du paysage. On a lancé un nouveau dispositif qui vise à offrir des stages d'immersion de courte durée en entreprise. Alors, tout public confondu, c'est à la fois le jeune en scolarité ou l'adulte en recherche d'emploi ou en reconversion. Et c'est de sécuriser un peu le cadre des stages non rémunérés, mais qui visent à vraiment faire découvrir le métier et attirer dans ces filières de formation in fine. Vous avez la possibilité aussi en fait, de vous impliquer. Désormais, on s'appuie sur des partenaires d'orientation.
Et on a sélectionné un certain nombre de collectifs, d'associations qui travaillent aux côtés de la région pour agir sur la promotion des métiers. Je vous signale 100 000 entrepreneurs. Donc là, on est plutôt sur la valorisation de l'entrepreneuriat, par exemple, où c'est génial, c'est pour faire la promotion des sciences et des technologies et des métiers associés, et notamment auprès des filles, pour attirer dans ces métiers-là, où c'est une fondation qui regroupe à la fois des entreprises et des techniciens et ingénieurs qui interviennent dans tes classes, etc. On a un autre dispositif complémentaire qui s'appelle ambassadeur des métiers. Donc là, c'est pas forcément l'entreprise, mais l'entreprise peut inciter ses salariés à devenir ambassadeurs métiers. C'est une plateforme de mise en relation. Donc, ça veut dire qu'un jeune, mais aussi n'importe une personne qui se pose des questions sur sa reconversion, a envie de savoir, de mieux connaître concrètement c'est quoi ce métier au quotidien, ses conditions de travail, ses conditions de rémunération, ses perspectives d'évolution, etc. Quel était le parcours de formation suivi. C'est la possibilité à la fois d'avoir des rendez-vous en visio possible, ou plus généralement, ce sont en fait les profs aussi qui peuvent solliciter ce réseau-là pour faciliter des interventions dans les classes. Sur la partie mécénat, si beaucoup d'entreprises, au titre de leur politique RSE, peuvent développer une approche de mécénat, d'autant qu'il y a une incitation fiscale non négligeable à le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises réellement à le faire encore. Et comment on agit pour soutenir ça? Je vous signale un centre de ressources. Il n'est pas de la région, mais il est plutôt pas mal, où vous allez retrouver des fiches pratiques, le cadre réglementaire et justement des contacts utiles, mais aussi toute une liste de projets qui sollicitent des mécénats. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent, c'est plutôt les mécènes en général. Et tout l'enjeu, c'est de faire rencontrer des projets avec des velléités de mécénat. Ce qui est intéressant potentiellement, justement, quand on ne sait pas trop quelle association ou comment sélectionner telle association, ça demande un peu de... évidemment, il y a des grandes associations référentes au niveau national. Mais si on veut en plus agir au niveau local, sur son territoire, et souvent ça mobilise, ça incarne et ça intéresse directement aussi vos salariés, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur des fondations territoriales. En l'occurrence, il y en a 2 aujourd'hui qui existent en Nouvelle-Aquitaine, une en Vienne, qui regroupe donc des entreprises pour soutenir des projets d'association sur les thèmes de la mobilité et de l'alimentation, sur la base d'un diagnostic partagé de territoire et des besoins des entreprises, avec l'idée que, notamment pour pouvoir attirer, fidéliser les salariés, la mobilité est un vrai sujet dans ce territoire. Donc, de développer des nouvelles solutions de mobilité partagées, etc. Donc, on est plutôt sur, évidemment, des projets ESS, mais pas seulement. Et sur la partie alimentation aussi. Et il y a une nouvelle dynamique qui se crée dans l'entre-deux-mer autour de ce qu'on appelle Vivance et avec l'approche sur la responsabilité territoriale des entreprises. Une fois n'est pas coutume, là je vous mets en avant directement une solution d'entreprise qui a été soutenue par la région qui s'appelle Aidon. C'est une application qui redonne du pouvoir aux salariés ou aux clients à votre politique de mécénat. C'est-à-dire que vous pouvez définir à l'avance une enveloppe et vous pouvez par exemple faire un mois de collecte, et c'est les salariés, vous pouvez sélectionner évidemment les associations auxquelles vous voulez abonder, mais c'est quand même le salarié qui va distribuer l'enveloppe que vous allouez. Vous pouvez le faire aussi avec vos clients et ça marche plutôt bien. Autre chose, on réfléchit de plus en plus sur la partie financement participatif, le fameux crowdfunding. Là, pour le coup, c'est avec les citoyens. La région est en partenariat avec J'adopte un projet. C'est une plateforme, je pense, qui est assez connue.
Et on teste ça depuis 2 ans. Et on abonde donc des projets dans ce cadre-là. 1 € citoyen égale 1 € de la région. Et pour certains projets, jusqu'à 3 €, donc des projets coup de boost, des projets coup de cœur. Donc c'est des gros projets de néo-terrain avec 3 angles, tiers-lieu, SS et centre-bourg. Sachant qu'on donc à la fois c'est bien à connaître, parce que vous pouvez directement le faire connaître à vos salariés qui sont des citoyens. Et puis, probablement, c'est des dispositifs qu'on va faire évoluer pour une prise en considération, pour y ajouter le troisième levier de la participation privée. Il y a des Profite juste. questions? Non. Non, il n'y a pas de question, mais comme tu parlais des dons, je me permets juste de dire que nous allons organiser, alors plutôt au mois de septembre-octobre, un webinaire avec Antoine Lagorce, voilà, qui est le dirigeant des dons. Voilà, ben, un format un peu comme ça, 1 heure et demie, pour qu'il présente la solution, en fait. Ah bah super. Voilà, c'était juste pour faire un peu de teasing sur les dons. Bah, de toute façon, Allez. là, c'est la région, elle intervient aussi auprès des associations. Donc, c'est-à-dire qu'on a Mm. on a un appel à projet pour accompagner les associations dans leur mutation. L'année dernière, on a mis plutôt, ou les 2 dernières années, on a mis plutôt l'accent sur la transition digitale hein, des associations, donc d'utiliser le levier digital dans leur développement, dans leur lien avec leurs adhérents, leurs bénévoles, etc. Et là, cette année, c'est sur l'axe mécénat. Donc, on cherche à organiser un réseau un petit peu qui vient accompagner les associations dans leur levée de fonds auprès de mécènes. Elles ont besoin d'être formées, elles ont besoin d'outils, etc. L'ambition 4, on a dit que c'était comment on accompagne l'économie et c'est tout l'axe économie et innovation. Là, j'aurais pu en parler énormément et vous donner plein d'exemples d'innovation. J'ai pas voulu le faire parce que je pense que c'est pas. Je pense que, enfin, évidemment, dans le déploiement d'une politique RSE, il y a de l'innovation. Donc, sachez qu'on accompagne tous les projets d'innovation, enfin, beaucoup des projets d'innovation en la matière. Euh, Simplement vous signaler que on a des grands programmes phares, en fait, un peu dit généralistes, on va dire ça comme ça, qui accompagnent les entreprises dans leur stratégie de développement et qui ont été remis à la sauce, je veux dire, à la sauce Néo-Terra. En l'occurrence, le programme Usine du futur, nous en sommes à la 4e génération. Plus de 1000 entreprises désormais ont été accompagnées et qui a levé 300 millions d'aides. Et là, donc ça, c'est le nouveau programme donc, pour rendre l'usine du futur durable et compétitive. Donc, il ne s'agit pas seulement, les premières générations d'usines du futur agissaient principalement sur la performance opérationnelle, le lean management, etc. Progressivement, on l'a enrichi sur l'aspect capital humain et puis l'usine durable. Et cette nouvelle génération, effectivement, vise à accompagner avec des 5 jours d'accompagnement consultant, un appui méthodologique sur l'ensemble de vos besoins et de l'amélioration de vos performances, mais toutes performances confondues, si je puis dire, et l'amorçage d'un plan d'action à travers comment dirais-je, également des jours d'accompagnement méthodologique. Pareil, vous n'êtes pas sans savoir que souvent la région s'appuie sur le réseau des CCI ou des chambres des métiers pour les TPE. Je vous signale celui-là. Donc, on a un grand programme qui s'appelle Transition 360 avec les CCI, que ce soit pour les TPE ou pour les PME, qui est en gros, avec le conseiller, une analyse de 360. Donc, vous voyez, de tous les enjeux, on a mis écologie, numérique, RH, voilà, de les qualifier et de les hiérarchiser pour commencer à avoir un premier bilan personnalisé et être orienté ensuite vers le programme le plus à même, le plus adapté à votre besoin d'accompagnement ou de financement. Euh, Ensuite, souvent, quand on met en place un plan d'action RSE, on agit d'abord sur les achats. En tout cas, c'est
un vrai levier pour agir. Pour ça, de rendre les achats plus responsables, à la fois en s'appuyant, en s'adossant avec une approche analyse cycle de vie. Je vous signale qu'il existe un dispositif qui est porté par le réseau des CCI d'accompagnement aux achats responsables sur la base d'un outil dit ARES qui a été élaboré par l'ADEME. Et donc, il va à la fois dresser un diagnostic en fait, de votre politique d'achat et vous aider à formaliser un plan d'action pour agir sur cette fonction achat dans l'entreprise et embarquer vos fournisseurs. Adopter la charte, bon, on peut aller jusqu'à la norme des achats responsables, mais par exemple, Kéris, là, a reçu le cristal des achats qui est organisé par le Sénat, le Conseil national des achats, qui a une délégation au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils fabriquent les fameux sirops Tesser et se sont engagés à élaborer un label environnement de leurs produits qui est distribué en marque distributeur. Et pour ça, ils ont en fait comment dirais-je, interpellé ou en tout cas incité l'ensemble de leurs sous-traitants. Ils ont auditionné, si je puis dire, leurs sous-traitants dans l'objectif de ce label, suivant 6 items, à la fois les matières premières, les conditions de production, le recours à l'eau, les emballages, les composants, la recyclabilité, la classe énergétique, la durée de vie, la réparabilité. Donc, tous leurs fournisseurs, petit à petit, sont auditionnés sur leur grille à eux pour pouvoir justifier d'un label environnemental de leurs produits et de la traçabilité de ce label. Il y a un rendez-vous qui est organisé sur la partie achat qui s'appelle Néo Business. Néo Business, c'est la rencontre finalement d'acheteurs, souvent plutôt des grands comptes, qu'ils soient publics ou privés. Donc on a à la fois de la commande publique, des collectivités, mais aussi des grands groupes ou des ETI qui émettent des besoins d'achat et qui vont rencontrer des fournisseurs. Le principe, on dit, d'un salon inversé, puisque ce sont les acheteurs qui tiennent des stands et qui sélectionnent les fournisseurs. Et de plus en plus de salons, en fait, ou ce forum de rendez-vous d'affaires a évidemment pris un angle d'achat responsable. La dernière audition, la grande édition régionale s'est déroulée en novembre 2023 et 2024, pardon. Et en 2025, il y a des déclinaisons territoriales qui sont prévues et je vous signale, la prochaine édition a lieu à Niort le 26 juin. Ensuite, quand on commence à tirer le fil de la SCV, c'est super dans ses achats, mais on peut aussi le faire. Donc, on le voit que la CV, elle, en fait, est le fil conducteur d'une bonne éco-conception. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle BICOM. Donc, c'est un programme régional qui rassemble tous les acteurs qui peuvent vous accompagner en matière d'éco-conception. Et là aussi, il y a toute une plateforme de ressources adossées. Et vous avez un parcours, en tout cas des briques, parce que ce n'est pas un parcours de A à Z qu'il faut obligatoirement suivre. On peut aller piocher dedans suivant sa maturité. Et par exemple, le groupe Voltaire, je ne sais pas si vous le connaissez, il est dans les Pyrénées-Atlantiques. Il fabrique des selles en cuir pour premium, enfin très haut de gamme, plutôt pour la compétition notamment. Donc, ils sont sur une approche d'objets durables. Et ils ont fait évidemment la CV de la selle, sachant que il faut du cuir. Et le cuir a énormément d'impact environnemental et donc ils ont à la fois cherché à travailler avec leur tanneur d'un côté et à la fois à réduire la matière cuir, faire en sorte qu'il y ait le moins de chute possible d'un côté, d'introduire des nouveaux matériaux et notamment des matériaux composites et enfin de s'assurer comment dirais-je, d'une fin de vie aux chutes de cuir en listant, comment dirais-je, des startups locales qui sont en capacité d'utiliser ces chutes de cuir et de les remettre, sur le marché avec des nouveaux produits comme Lookup. Voilà.
Après, une bonne stratégie RSE, effectivement, normalement, elle va jusqu'à interroger le modèle économique même de l'entreprise. Euh, euh, nous, la région, on finance directement un dispositif qui est positionné sur l'économie de la fonctionnalité. On a une stratégie de l'économie de la fonctionnalité, mais grosso modo, c'est en partant de cette ACV et de se poser la question de son modèle économique et de la durabilité du modèle de l'entreprise, aller interroger aussi, eh bien, est-ce que je peux revoir la façon de vendre et ce que je vends. Euh, il y a évidemment la Convention entreprise pour le climat qui est très réputée, qui monte énormément en puissance au niveau national comme au niveau régional. Donc, toutes les promotions sont pleines. Elle n'est pas soutenue, pas financée par la région. Elle a été financée juste on va dire sur la partie méthodologique, parce que sur l'ingénierie pédagogique de la CEC. Ensuite, une entreprise qui souhaite participer aux promotions n'est pas financée par la région, mais c'est quand même une belle référence si on veut aller jusqu'au régénératif, comme on dit. Euh, Moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, il y a tout un tas d'entreprises qui qui ont mis parce qu'on ne pivote pas son modèle économique comme ça, mais qui développent des nouvelles branches d'activité. Euh, et qui testent et qui ont des ambitions de faire grossir ces nouvelles branches d'activité. Euh, et, euh, donc là, la vidéo que vous avez au milieu, c'est Steco. Steco, c'est un fabricant d'électricité qui a une coopérative et qui a mis en place dans la façon dont elle rend un devis à un client, deux options. L'option prix classique, si je puis dire, et l'option économie circulaire. Donc, ça veut dire à la fois, on valorise l'empreinte carbone évitée et également tout l'effort que fait l'entreprise pour à la fois récupérer, recycler, etc. Et donc de s'assurer d'une durabilité de l'intervention et du produit que place l'entreprise sur le client. Libre au client de choisir, évidemment, elle est plus chère, mais elle est plus durable. Et ils ont beaucoup formé aussi leurs commerciaux dans cet objectif-là. Et petit à petit, ils ont un objectif, voilà, de faire en sorte de suivre ces devis et que ça soit de plus en plus important dans leur chiffre d'affaires. Euh, Marciro, je l'aime bien aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un fabricant de mobilier qui s'est associé à l'Adapay. Et donc, c'est un distributeur de bureaux plutôt pour les professionnels, hein. Et avaient engagé toute une réflexion justement sur la durabilité de leurs produits, comment le récupérer, comment mieux recycler. Et en fait, ils ont renforcé leur offre de collecte avec l'Adapay d'un côté, donc récupérer le matériel professionnel dont les entreprises veulent se séparer et le reconditionner pour pouvoir faire une nouvelle offre, une nouvelle gamme en fait de produits et le remettre sur le marché, donc en association avec une entreprise, avec l'Adapay. Donc de construire des nouveaux matériaux, des nouveaux mobiliers à partir des matériaux récupérés. Ce qui n'est pas si simple que ça, hein. Et ADP Enseigne fabrique en fait fabrique des enseignes hautes notamment et internes aussi dans les magasins, chez tous les commerçants. Fait que du plastique, faisait que du plastique. Et puis s'est posé la question en fait, de ces déchets plastiques et ce qui en était réellement fait, hein. Bien sûr, il les collectait, il était respectueux de ses obligations, mais quand il creuse un peu, il s'est rendu compte que ces déchets étaient enfuis. Et il a voulu se reposer des questions et a commencé à développer en fait une gamme d'enseignes, notamment en bois, donc plus durable, euh, comment dirais-je, qui monte en puissance aussi dans son chiffre d'affaires, avec un objectif que progressivement, voilà, ça monte à 30%, puis 50%, et voilà.
Je termine par là. Là, c'est sur la partie, effectivement, mobilité. Donc, on n'intervient pas directement sur la mobilité des solutions de mobilité ou de verdissement de mobilité pour vos salariés. Grosso modo, l'effort de la région est de faire en sorte qu'il y ait une offre de transport en commun le plus proche du territoire, le plus vert possible. Et on agit, s'il y a des transporteurs parmi vous, dans le verdissement de votre flotte, et en particulier dans le recours au bio-GNV. Et là, nous, on soutient en fait le surcoût, hein, on va subventionner le surcoût à l'achat de ces véhicules-là. De la même manière pour de toutes les mobilités ayant recours à l'hydrogène. Mais vous pouvez aussi challenger vos transporteurs et les inciter à se raccorder à ces grands projets en fait territoriaux de massifier les stations d'hydrogène et les stations bio-GNV. C'est ce nous on fait, mais on agit aussi sur finalement les transporteurs. Là, je viens de terminer une grosse partie d'incarnation de Néoterra. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Moi, j'en avais une, mais elle est peut-être un peu tôt. Ça va peut-être inciter les personnes à poser des questions. Parce que par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que enfin, il y a énormément de choses. Qui sont les contacts? Quand on est une entreprise et qu'on veut, est-ce qu'il faut aller chercher le contact dans la thématique ou est-ce qu'il y a des contacts enfin, comme un guichet unique ou quelque chose comme ça? Non, on est très siloté quand même. Oui, ok. Alors, en fait, le pôle développement économique et environnemental, il est organisé en 13 directions. Donc, vous avez une direction du tourisme, si vous êtes dans le secteur du tourisme. Donc là, par exemple, vous avez des interlocuteurs dédiés. Et généralement, on maille le territoire. Donc, vous avez un chargé de mission par département. On a souvent une entrée territoriale. D'accord. On a une direction qui agit sur l'industrie, le service à l'industrie, public PME, ETI. Pareil avec une entrée territoriale. Donc, ça va être toutes les aides à l'investissement, innovation, aide au conseil, aide au recrutement, etc. Ensuite, on a une direction dite de l'économie territoriale. Donc là, c'est plutôt pour les petites entreprises. Pareil, toujours entrée territoriale. Ok. Et la direction énergie-climat ou la direction environnement, là, effectivement, ce sont des entrées thématiques qui gèrent des dispositifs dont certains touchent des publics entreprises. Mais donc, si on est TPE, alors il y a une direction du numérique aussi, si on est à l'ESS, bon, en gros, si vous êtes dans l'industrie ou si vous êtes TPE, vous avez normalement déjà un premier référent. Et suivant votre besoin, on vous amènera vers un interlocuteur thématique. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Alors, donc on a vu que Néoterra, à la fois, c'est notre guide d'action pour l'ensemble de nos politiques publiques et qu'on réoriente une grande partie de nos dispositifs de financement, d'aide sur ces enjeux-là. C'est tout ce que j'ai essayé de vous donner à voir. C'est riche et je n'ai fait que sélectionner ce qui est pertinent potentiellement pour une entreprise. Et je n'ai pas tout mis, il y a plein d'autres choses. Mais de façon générale, donc la région, elle est un financeur de projets. Et outre donc les dispositifs qui permettent de maximiser la transition, les élus de la région ont adopté une démarche, comment dirais-je, d'éco-socio-conditionnalité. Pardon. Éco-socio-conditionnalité de nos aides. Donc, quel que soit le projet, que vous soyez ou pas dans une aide dite Néoterra, parce qu'il y a encore plein d'aides plus classiques, hein, d'aide à l'investissement ou à l'aide au fonctionnement, etc. Il y a désormais une politique dite d'éco-socio-conditionnalité. En vérité, c'est plutôt de l'incitativité, puisque c'est bien, on cherche à agir par le levier du financement
pour inciter à minima à se poser des bonnes questions. Et ça s'adresse à tout bénéficiaire, donc ce n'est pas seulement les entreprises en fait, c'est tous les bénéficiaires. Donc ça peut être les collectivités, des grandes associations, des agences, des établissements publics, etc. et des entreprises. Il est convenu, l'objectif des élus, c'est s'assurer que la subvention a le plus effet de levier possible. Donc, évidemment, qu'elle vient pas comment dirais-je, permettre le versement de dividendes, enfin, qu'en tout cas, les dividendes qui peuvent être distribués dans une entreprise ne soient pas issus de cette subvention, plutôt. On n'interdit pas la distribution de dividendes. Et s'assurer le plus possible que le projet sur lequel intervient la région reste sur le territoire. On le voit quand ça fait régulièrement débat. Et puis, on a donc désormais des éco-socio-conditionnalités dites de transition avec 2 niveaux. Donc, pour les aides inférieures à 150 000 €, à ce moment-là, on a, nous, formaté une charte d'engagement qu'on incite le bénéficiaire à signer pour lister un petit peu toutes les bonnes actions et les enjeux sur lesquels il peut agir et sur lesquels on l'invite à agir. Donc on est vraiment là sur plutôt de l'information en fait, presque. Et puis on commence à être sur des aides supérieures à 150 000 €. Là, on demande aux bénéficiaires qu'ils s'engagent, vraiment. Et qu'ils s'engagent sur 4 critères, sachant que 2 sont obligatoires. 1, la transition climatique. 2, l'égalité femmes-hommes. Et puis ensuite, de choisir un minimum 2 critères parmi 12 autres actions possibles, 12 autres axes, items de progrès, comme on dit, possibles, parmi sur le sujet des ressources naturelles, la transition pour tous et l'éco-responsabilité ou la décarbonation. Donc ça veut bien dire que lorsque la région accorde, elle a voté une aide, il y a un contrat qui est signé entre la région et le bénéficiaire qui va préciser les modalités de versement de l'aide, etc., classiquement. Et à côté de ça, donc ce n'est pas une pièce de paiement, le contrat de transition que signe l'entreprise, elle dit je m'engage, voilà, je ne sais pas, à faire un diagnostic, un bilan carbone, un audit énergétique, à réaliser un petit peu un bilan sur justement l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans mon entreprise et à mieux quantifier mes déchets, par exemple. On va à l'issue du projet, une fois que l'aide est terminée, on va demander à l'entreprise où elle en est de son plan d'action sur son contrat de transition. Voilà. À côté de en parallèle à ces éco-socio-conditionnalités, on a construit un outil interne à la région qu'on a baptisé le Néo-Terra Score, qui est un baromètre en fait de maturité de l'entreprise, puisque cet outil-là ne s'applique qu'aux entreprises, alors que les éco-socio-conditionnalités, c'est tout public, tout bénéficiaire d'aide. Celui-là, c'est que pour les entreprises. Donc, c'est un questionnaire qui est organisé sur la base des grands items de progrès de la feuille de route Néo-Terra et qui vient questionner les pratiques de l'entreprise sur le sujet de l'humain au cœur de l'entreprise, l'environnement, son ancrage territorial, sa gouvernance et son modèle économique, etc. Tout ce qu'on a un peu balayé. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, à la fois, ça permet à l'entreprise de se poser des bonnes questions. Nous, suivant la maturité, on est en capacité de l'orienter et de l'orienter vers les bons acteurs d'autres programmes d'accompagnement. Et ça vient potentiellement, suivant le niveau d'aide, renouveler, enrichir le dialogue entre la région et l'entreprise, notamment sur la conclusion du contrat de transition. C'est-à-dire que petit à petit, le métier du chargé de mission, qui est l'interlocuteur direct de l'entreprise, évolue, n'est pas seulement dans un travail d'analyse de l'éligibilité du projet, de l'assiette éligible, etc.,
mais aussi de plus en plus une casquette Néoterra pour éveiller et participer finalement à la transition de ces acteurs économiques. Dernier axe, la commande publique. Évidemment, Néoterra se traduit dans la commande publique. Nous sommes une grosse collectivité, si bien que nous sommes soumis à l'adoption d'un SPASER, ce qu'on appelle un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. On a donc trois axes prioritaires dans ce SPASER. En l'occurrence, diminuer finalement notre impact à travers nos achats, qu'ils soient des travaux, des services ou des fournitures. Continuer à consolider tout ce qui est la clause sociale, donc le soutien et l'insertion sociale et l'économie sociale et solidaire à travers nos marchés. Et enfin, favoriser l'accès des TPE, des PME et des ETI à la commande publique. Et on s'est fixé un certain nombre d'objectifs ambitieux, puisque ça, ce sont les résultats à jour. 70% des achats de la région présentent désormais une dimension développement durable. Et en 2024, on voit qu'on a déjà atteint l'objectif qu'on s'était donné en 2025 de 90% des marchés avec une condition environnementale ou sociale. Notez quand même que c'est 720 millions d'euros d'achats. En tout cas en 2024, mais enfin ça vous donne un peu l'ordre d'idée. Que 80% de ces marchés sont attribués à des entreprises néo-aquitaines et que 87% ont été attribués à des entreprises de taille type de la TPE jusqu'à l'UTI et 10% attribués à des entreprises de l'ESS. Je ne sais pas si vous le savez, mais la loi climat et résilience, elle transforme profondément en fait la commande publique, puisqu'elle oblige à partir de 2026 à ce que tous les achats contiennent une clause environnementale d'un côté, et que également ils contiennent un critère d'attribution environnementale. Globalement, c'est la fin du critère unique prix, pour aller de plus en plus sur le coût global de ce qu'on achète. De la même manière, une clause relative au social et à l'emploi pour les marchés supérieurs au seuil européen. Et j'en ai fini. Il y a une petite question. Je pense que le budget annuel du financement est bien sûr limité. Comment choisissez-vous les dossiers par TPE, PME, grandes entreprises? On peut se dire que les grands groupes ont plus de moyens, par exemple. Ah oui. J'arrête le partage, je sais pas, mais si besoin, je reviendrai. Mais notre politique, elle intervient très majoritairement sur les PME, les TPE et les PME. Il y a même eu un moratoire pour ne plus intervenir sur les grands groupes, qui a été pris, de toute façon, sous l'effet de la contrainte budgétaire et puis sur des choix politiques. Exceptionnellement, ça peut arriver. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'ils ont un impact territorial majeur. Ou on est dans le cadre de nouvelles implantations. Voilà, si on accueille de nouvelles activités sur le territoire, ça arrive, tant mieux. Il se trouve que le dernier baromètre sur l'emploi industriel montre que la Nouvelle-Aquitaine est la première région en termes d'emploi industriel. Donc il y a une belle dynamique. Mais donc, pour répondre à la question, clairement, on s'adresse au public des TPE et des PME. Bah oui, c'est rassurant. Bah oui. Oui, c'est rassurant, c'est ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'Assemblée? Je crois que j'avais posé mes questions sur les contacts. Alors, peut-être une question, parce qu'on était... moi, j'ai assisté à une intervention du président du conseil régional lors de ses vœux en début d'année.
Il y a, alors je ne sais pas si c'est dans l'imaginaire collectif, mais en tout cas, ce qu'il disait, les financements quand même tendent à se réduire. Est-ce que ça se réduit ou est-ce que c'est davantage priorisé? Alors, il y a au niveau national un objectif de réduction du déficit public qui donc se traduit par une volonté de diminuer la dépense publique. Pour une partie, les collectivités sont concernées, puisque une part des recettes de la collectivité est assurée par des dotations de l'État. Ces dotations baissent, Oui, ok. d'une part, et qu'on a très peu de pouvoir fiscal à la région. On n'en a pas d'ailleurs. Enfin, grosso modo, on n'a pas de pouvoir fiscal direct, à part sur les cartes grises. Hein. En revanche, on touche une partie de la fiscalité, notamment la TICPE. Ok. Ça veut dire que on est basé sur comment dirais-je, la fiscalité qui est absolument pas verte. Donc, plus on investit presque dans Néoterra, et moins on aurait de recettes. Bon, c'est toute la. Alors, pour répondre à la question, il a fallu. L'effort en 2025 a été de 100 millions d'euros au niveau du budget régional. La traduction, en fait, c'est 100 millions d'euros. Donc, c'est conséquent. Donc, oui, il y a des baisses. Oui, dans certains budgets, on est sur moins 30%. Donc, il y a des baisses drastiques. Ça suppose effectivement plus de sélection. Alors, à la fois, pour nous, on a arrêté certains dispositifs parce qu'on les a jugés pas suffisamment, avec un effet de levier faible, potentiellement, pas suffisamment demandé par les entreprises. Donc, on a aussi un grand catalogue, mais si on n'a que 5 dossiers par an, on sait que peut-être que l'aide, on peut la supprimer, etc. Et se reconcentrer sur des priorités. Voilà, oui. Ok. Ensuite, plus le projet. Après, un bon projet trouve toujours un financement. Hein. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Ok, merci. Je vois qu'il y a une autre question de Sandra. Contente de voir tous les accompagnements et projets de la région avec Néoterra. Pour une démarche RSE, il y a beaucoup de ressources. Cependant, en reconversion RSE, je vois peu d'opportunités dans ce domaine. Oui. Alors ça, il ne peut pas grand-chose, mais ça baisse un petit peu à l'agenda. Hein. Oui. On peut dire que ça baisse à la fois dans l'agenda politique et de la même manière, ça recule un petit peu dans les priorités des entreprises. Oui. Mais il y a un contexte économique qui fait qu'il y a quand même une redirection. Alors, c'est toute la complexité, si je peux me permettre d'apporter peut-être un petit regard là-dessus, c'est toute la complexité des entreprises en ce moment. Elles sont dans une situation, un contexte économique difficile, un contexte politique et géopolitique quand même très compliqué. Enfin voilà, donc c'est quand même une ambiance particulière. Il y a quand même une baisse globale de l'activité économique pour certains secteurs, pas pour tous, parce qu'il y a des secteurs qui sont plutôt tirés par le contexte géopolitique. On ne va pas se leurrer, notamment le secteur de la défense. Oui, et ce qui fait qu'en effet, elles sont tiraillées entre les obligations, notamment des grands groupes quand elles sont sous-traitantes, d'aller vers des démarches RSE, et en même temps de pouvoir répondre à des enjeux économiques forts. Donc c'est toute la complexité de la situation, ce qui fait qu'en effet, des opportunités dans ce domaine, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles se débrouillent par d'autres moyens, et notamment se débrouiller toutes seules. Voilà, pour répondre à leurs obligations. Enfin, moi, c'est ce que je constate en tout cas. Oui, et puis il y a beaucoup d'offres d'alternants aussi encore. Oui, alors, je vois, merci, c'est dommage, cette baisse d'engagement RSE, c'est le contexte en fait, c'est la réaction des entreprises. Je pense qu'il faut, enfin après, on peut, oui, on peut trouver ça dommage, mais s'il n'y a plus d'entreprises, il n'y aura plus d'engagement RSE. Donc forcément, elles priorisent, et ce qu'elles priorisent, c'est leur survie.
Et justement, enfin, moi, ce que je vois, c'est toute la complexité de faire en sorte de quand même avancer sur la RSE, mais tout en ayant quand même une activité économique qui maintienne un minimum d'emploi et d'activité. Oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, je suis convaincue que la RSE en réalité permettrait de Mm. renforcer d'une certaine Oui, manière la résilience, parce que si on oui, approche, oui, oui, complètement. on est d'accord, on diminue sa Mm. dépendance à un certain nombre de fournisseurs, à matières Mhm. premières, etc. Donc, on se pose la question de la durabilité de son modèle économique. Sur le long terme, c'est vrai. Oui, oui, Voilà. Donc, en fait, il ne faudrait plus parler de RSE, mais juste de résilience. oui, exactement. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pouvoir se projeter un Des minimum fois, et c'est s'adapter, hein. C'est vrai que c'est notre façon d'en ouais. parler. Même moi, je pense qu'il faut qu'on en... Oui, 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 et c'est vrai que ça, parce que les enjeux, ils sont réellement là, en fait. C'est vraiment une question de résilience, de se dire, dans quelques années, quand on aura en effet un changement climatique qui aura pris encore plus d'ampleur, il faudra à la fois s'adapter, encaisser les coûts, changer peut-être brutalement nos business models. Donc là, on a quand même un créneau, une opportunité de le faire maintenant, parce qu'une transition, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu disais très bien tout à l'heure, en fait, faire pivoter son modèle économique, ça met du temps. Si les entreprises, elles font pas ça dès maintenant, en effet, elles vont avoir un sérieux problème dans quelques années. Et pour certaines, elles l'ont déjà. Mais là, le contexte fait que elles peuvent pas, en fait. Enfin, elles peuvent pas. Certaines le font, hein, quand même, parce qu'elles ont bien compris. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte de faire comprendre que ce temps-là, c'est pas de la perte de temps. C'est vraiment fondamental sur le long terme. Mais l'humain a un problème avec le long terme, hein, de toute façon. C'est compliqué aussi, hein. C'est ça. Ouais. Chargé de mission J'aime bien, résilience. Moi, je l'aime bien. c'est ça. Un petit commentaire de Sandra qui dit: Je vais chercher un poste de chargé de mission résilience. Oui, c'est une bonne idée. Vous pouvez le tenter comme ça. Est-ce que d'autres personnes ont une question ou une observation particulière à formuler? Je vois rien pour l'instant qui apparaît. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce webinaire très, très riche. Il y avait énormément d'informations. Enfin, c'est vrai que ça permettait d'avoir quand même un beau panorama de toutes les aides et puis même de mieux connaître, d'avoir une cohérence en fait avec Neoterra, de mieux comprendre voilà, pourquoi certains dispositifs. Ouais, moi, j'ai appris ouais, pas mal de choses. Je suis vraiment ravie À tout peu. ouais, J'espère qu'en de effet, ce c'est webinaire. utile à tous. Moi, je peux vous transmettre mon support. Oui, Je ne sais volontiers. pas si vous le Merci. diffusez, hein, Oui, on le diffusera. Oui, 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 on le diffusera. Oui, Christiane qui nous dit que c'était vraiment très intéressant. Donc, oui, au oui, mieux. Dans le support, en fait, j'ai inséré plein de liens. Donc, vous avez le lien direct oui, avec les aides, etc. oui, Voilà. Voilà. Que ce soit le plus, je vous ai- oui. le plus pratico-pratique possible. Ouais, Même c'est si j'ai super. oublié donc le catalogue des formations, je crois que Ah je l'ai oui, les quelque part, mais je ne l'ai formations. pas inséré. Je vais essayer de le retrouver pour la réinsérer le lien. Ouais, ok. Ok. Oui, je vois Sophie qui dit, ah oui, oui, merci, super riche et complet, merci beaucoup. Oui, merci pour ce webinaire très intéressant. Content d'avoir contribué à la tenue de cet événement. Exactement. Merci Christiane encore pour avoir voilà, fait en sorte d'initier ce webinaire qui était vraiment ouais, ultra riche et intéressant. Donc, je vous propose, voilà, tout le monde fait un remerciement. Vraiment, merci beaucoup Anne-Cécile pour cette Ben, merci intervention. beaucoup de m'avoir donné cette Euh, opportunité aussi. ouais, 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 c'était une bonne collaboration. Donc, Ça va, ça, c'était j'avais un vraiment peu peur super. d'avoir beaucoup de questions parce qu'en vérité, je ne suis pas la spécialiste de tous les dispositifs, hein. Mhm. Donc voilà, si. Ouais, Mais non, tant mais mieux, ça va. c'était bien, c'était complet. Enfin, et puis, quand il n'y a pas de questions, c'est que les choses sont claires, hein, ou, voilà. Donc, c'était non, vraiment super. Bon, en tout cas, merci. Je pense Merci. on peut clore. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. Merci, au revoir.